Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À la National Gallery de Londres vient de s'ouvrir une exposition événement sur Léonard de Vinci. Jamais autant de chefs-d'œuvre et d'esquisses du maître toscan n'avaient été réunis. De quoi retenir évidemment l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Léonard est effectivement une fois de plus à l'honneur cet automne grâce à cette incroyable exposition londonienne. Dans la deuxième partie de cette émission, Gonzague Saint-Brice, le grand spécialiste de Léonard et qui rentre tout juste de Londres, nous racontera ce qu'il a pu voir à la National Gallery. En attendant, vous avez aussi invité Sophie Herford à vous rejoindre. Oui, Sophie Herford que vous connaissez. Bien sûr. Elle était venue il y a 6 mois nous parler de ses découvertes sur Jack l'Éventreur. Eh bien, elle revient aujourd'hui avec d'autres découvertes, cette fois sur Léonard et plus spécialement sur son chef-d'œuvre, la Joconde. Une Joconde qu'elle vient de rebaptiser du reste le Jocon. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Léonard est sans aucun doute le plus célèbre de tous les artistes de la peinture occidentale et pourtant lui-même était loin de se considérer comme un peintre. C'est tout juste s'il aurait admis qu'on puisse le regarder comme un artiste, lui qui se présentait avant tout comme ingénieur militaire et accessoirement comme faiseur d'automates et organisateur de fêtes. Premier paradoxe d'une série invraisemblable de contradictions, on n'en finirait pas de pointer du doigt les contradictions de ce personnage, de cette nature, de cette intelligence qui échappe sans cesse aux définitions et aux catégories. On a l'impression que plus on essaie de comprendre Léonard et plus il nous échappe. Un énorme écran de fumée fait croître le mystère autour de ce génie du Moyen-Âge perdu en pleine Renaissance avec... par bouquets, par gerbes, des fulgurances qui ne cessent d'annoncer les temps modernes. Alors vous voulez quelques énigmes? Eh bien en voilà. Demandez-vous si Léonard est allé en Orient, s'il est allé jusqu'à Istanbul. Demandez-vous comment lui sont venues les intuitions de l'hélicoptère ou de l'air conditionné. Demandez-vous comment il a pu dessiner des cartes en avance de plusieurs siècles sur son temps et dont la justesse est aujourd'hui confirmée par les photos satellites. Demandez-vous à qui l'on doit la conception d'ensemble et une partie des plans du château de Chambord, le chef-d'œuvre de François Ier. Interrogez-vous sur quelques-unes de ses grandes réalisations, le gigantesque Cavalier Sforza, l'immense fresque de la bataille d'Anghiari et même celle de la Seine à Milan, dont aucune n'a véritablement survécu jusqu'à nous. Léonard jeune a-t-il servi de modèle au David de Verrocchio? Léonard mûr a-t-il compilé, pour ne pas dire pillé, les travaux d'un certain nombre des ingénieurs de son temps? Léonard âgé a-t-il caché des messages dans l'écriture inversée de ses nombreux carnets? On appelle ça les codex. Et d'ailleurs, qu'est devenu le testament qu'il avait dicté au notaire Guillaume Bourreau d'Amboise et dont on a perdu la trace? Même la sépulture de Léonard au bord de la Loire a soulevé toutes sortes de questions. Alors, génie ou imposteur, inventeur ou plagiaire, artiste fécond ou paresseux, l'homme est d'une dimension telle et surtout d'une telle complexité qu'il ne cesse de nous interroger. Parmi les grandes questions que l'on se pose depuis très longtemps à son sujet figure évidemment l'homosexualité de Léonard. On sait d'ailleurs qu'il a été mêlé tout jeune à une retentissante affaire de mœurs. On se pose aussi la question de l'identité du personnage qui a servi de modèle à la célèbre, à la mythique Joconde. Eh bien, ces deux questions, homosexualité et Joconde, si l'on en croit Sophie Herford, ces deux questions n'en font qu'une, ou tout au moins, elles ont un point commun, un lien incontournable, qui s'appelle Salai. Salai, autrement dit le diablotin, surnom d'un certain Gian Giacomo Caprotti, élève, ami, amant et modèle obsessionnel du maître. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Auparavant, j'aimerais revenir un moment sur la jeunesse de Léonard, sur sa formation, sur sa vie avant qu'il ne rencontre le très jeune, très beau et très infréquentable Salai. Réveillez-vous, car endormi, car endormi.
Un extrait sur Europe 1 du chant des oiseaux composé par Clément Jeannequin. Restez avec nous. Franck Ferrand vous en dit plus sur la Joconde. Europe 1, au cœur de l'histoire. En ce moment à Londres, une exposition fait l'événement et c'est donc l'occasion pour Franck de nous parler du mystérieux Léonard de Vinci. Leonardo da Vinci, qui était le fils de Ser Piero da Vinci, qui était lui-même notaire des Médicis, donc il habitait à Vinci, tout près de Florence. Ça c'est le père, mais la mère n'était qu'une simple vachère, une petite paysanne qui s'appelait Caterina. Ce qui veut dire que Léonard est un bâtard. Alors il est élevé chez son père, par sa belle-mère Albiera, par son oncle Francesco qui a 22 ans, qui est un personnage qui va jouer un rôle important dans la formation du petit Léonard. C'est pas Léonard d'ailleurs au départ, c'est Leonardo avec un I. Et puis il est surtout pris en main, si je puis dire, par son grand-père, qui est un monsieur déjà très âgé, mais qui est un personnage extraordinaire, qui va lui donner l'amour qui aurait pu manquer à cet enfant bâtard et qui surtout va lui apprendre à regarder, à observer. Vous savez, dans le patois, je ne devrais pas dire le mot patois d'ailleurs, dans le dialecte local de cette région de Florence, quand on dit polocchio, ça veut dire ouvre l'œil. Eh bien, c'est exactement ce que le grand-père de Léonard va lui répéter constamment à travers d'innombrables promenade dans une campagne qui est cette sublime campagne toscane, une sorte de paradis de rochers, de plantes, de merveilleux arbres. On a, nous, cette image toujours très douce, très parfaite. C'est peut-être le paysage européen par excellence, avec aussi des animaux extraordinaires que le grand-père de Léonard lui apprend à observer comme si chaque fois il les voyait pour la première fois. Être capable de se dessiller, si j'ose dire, être capable de toujours tout voir quand les autres ne font que regarder, voilà ce que le grand-père va apprendre à Léonard, et ça il le conservera toute sa vie, de même que toute sa vie il conservera l'impression d'être un peu, bâtard qu'il est né, d'être un peu un animal curieux lui-même, un animal étrange. C'est Vasari, vous savez, l'auteur de toutes les biographies des grands artistes de la Renaissance, c'est Vasari, et qui ne comprenait pas tout, c'est le moins qu'on puisse dire, qui écrit qu'à la fin de sa vie, comme pour s'amuser, le vieux Léonard s'inventait de drôles de jeux et que notamment, il s'était amusé à coller des plumes sur le dos d'un lézard pour en faire une sorte d'animal mythique et vivant. Ce que n'a pas compris Vasari, c'est que cet animal hybride, cette espèce d'être extraordinaire que Léonard à la fin de sa vie s'amuse à apprivoiser et à montrer à ses amis en les stupéfiant, parfois même en les effrayant un peu, cet animal c'est lui, c'est l'hybride qu'il considère être lui-même. Voilà un enfant qui ne se sera jamais vraiment trouvé et un adulte qui constamment continuera de se chercher. On connaît la passion de Léonard dans une époque, celle de cette Renaissance italienne qui aime les formes parfaites et les harmonies achevées. On connaît la passion de Léonard pour ce qu'il y a de plus saillant, de plus inattendu dans les formes que j'appellerais baroques, si vous voulez. On sait au moment où il a peint, il était enfant, son père lui confie le travail de peindre une rondache, c'est-à-dire un bouclier qui fasse le plus peur possible. C'est le bouclier de Méduse qu'il doit peindre. Et voilà cet enfant, à l'époque il a 10, 11, 12 ans, qui se met à aller chercher dans la nature tous les animaux les plus curieux, des sauterelles, des araignées, des lézards, etc. Il les colle dans une grande boîte qu'il cache sous son lit et il va choisir chez chacun de ces animaux l'attribut le plus effrayant, le plus hors norme pour constituer un monstre tellement effrayant que ça va fasciner le maître Verrocchio qui le prendra dans sa bottega. La bottega, c'est l'atelier à l'époque. Et l'on va voir le petit Léonard devenir élève d'un des grands maîtres de l'époque c'est dans cet atelier qu'il apprendra tous les savoir-faire, non seulement bien entendu la peinture et la sculpture, mais aussi la fonderie et puis un certain nombre des techniques. Il devient un véritable artiste polytechnicien, comme l'ont été d'autres élèves de Verrocchio. Je pense évidemment à Botticelli, à Ghirlandaio ou au Pérugin, qui sera le grand ami de Léonard. On a affaire avec Léonard de Vinci à un personnage qui, sous ses dehors très polissés, car il sait parfaitement parler, il est très poli, etc. On a affaire à quelqu'un qui met son sens de l'observation au service d'une inventivité folle. Il est un cérébral, Léonard, il
conçoit constamment de nouvelles inventions qui sont des inventions artistiques certes, mais aussi peu à peu des inventions d'atelier, oui, des inventions techniques. Et on va le voir quitter assez vite la ville platonicienne de Florence, où tout n'est que pour l'art, pour l'idée et pour la perfection, pour une autre ville qui lui convient tellement mieux, la ville de Milan, la cité des Sforza, où les ateliers sont multiples et où l'on est, comme tous les bons aristotéliciens, voué définitivement au savoir-faire, à la fabrique, à la construction de machines, voilà qui correspond beaucoup mieux au tempérament de Léonard. Où va-t-il puiser cette inventivité folle et jusqu'où la recherche curieuse de nouveautés va-t-elle le pousser vers la beauté ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et le génial maître toscan Leonardo da Vinci est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1. Oui, ce Léonard qui se considérait lui-même avant tout comme ingénieur. Lorsqu'il arrive chez les Sforza, lorsqu'il arrive à Milan, voilà la lettre qu'il adresse à Ludovic Sforza. Il dit « Illustrissime Seigneur », alors là évidemment il énumère tous les titres de la seigneurie locale. « J'ai, dit-il, le moyen de construire des ponts légers, solides, robustes et d'un transport facile pour poursuivre et au besoin mettre en déroute l'ennemi. Pour l'investissement d'une place forte, je sais comment chasser l'eau des fossés et construire une infinité de ponts, béliers, échelles d'escalade et autres engins encore. J'ai le moyen de détruire toute citadelle ou place forte dont les fondations ne reposeraient pas sur le rocher. J'ai aussi des méthodes pour faire des bombardes très commodes, faciles à transporter, etc., etc. Vous voyez bien que c'est une sorte d'ingénieur pour concours l'épine fortement attachée à la dimension militaire qui se présente chez le mort et qui va du reste animer littéralement sa cour, car Léonard ne se contente pas d'inventer des machines de guerre, il invente aussi des machines de spectacle. Après la chute de Sforza, il s'attachera au pas de César Borgia, dont il sera là encore l'ingénieur militaire. Léonard invente toutes sortes de choses. Il faut dire aussi qu'il a un don assez spécial pour copier les inventions des autres, les reprendre, les peaufiner, les remettre à sa sauce. Ça, c'est un fait. On a écrit un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Et puis, il est, je vous l'ai dit, doué de ce don exceptionnel d'observation. Pollocchio lui a dit, son grand-père, ouvre l'œil, sois attentif. Essaie d'observer notamment comment volent les oiseaux. Et donc, dans des cages, Léonard enferme toutes sortes d'oiseaux qu'il libère assez régulièrement pour voir comment ils volent. Il va fabriquer lui-même des mobiles. Il va essayer d'imiter le vol des oiseaux. Ce sera l'un de ses grands rêves dans la vie. Et puis, bien sûr, il réalise deux grandes œuvres. J'ai parlé tout à l'heure du cavalier Sforza, cette espèce d'immense statue équestre qui a été détruite par les arbalétriers français du roi Louis XII, mais aussi de la peinture. Alors on possède très peu de tableaux de Léonard. On a toujours, quand on dit Léonard de Vinci comme ça, les gens pensent qu'on va parler d'un peintre. Il a peint très peu de toiles. Ce ne sont même pas des toiles, puisqu'en l'occurrence d'ailleurs, il peint lui des tableaux. C'est-à-dire qu'il peint sur du bois, généralement sur des petites planchettes de frêne. Léonard met dans sa peinture ce sens aigu de l'observation qu'il a acquis grâce au déplacement. Je vous ai dit qu'il était allé loin en Orient, grâce à la dissection. Il ne faut pas oublier que c'est un des premiers anatomistes. Il aura d'ailleurs l'intuition de la circulation du sang. Grâce au jeu sur les genres, et là, ça nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. Léonard a été constamment fasciné par cette dissociation et par les ressemblances qui peuvent naître, qui peuvent exister entre l'homme et la femme. L'androgynie aura sans doute été la grande affaire de son existence et c'est ce sur quoi insiste Sophie Herford dans son ouvrage Le Joconde, sous-titré « Qui était vraiment Mona Lisa ?» On devrait dire d'ailleurs qui était vraiment la Joconde et qui est publié aux éditions Michel Lafon. D'après Sophie Herford, le modèle de la Joconde, figurez-vous, n'était pas une fille mais un garçon que Léonard avait rencontré un certain 22 juillet 1490, jour de la Sainte-Madeleine. Voilà la description qu'elle nous en donne à Milan, nous dit Sophie Herford. Ce jour de la Sainte-Madeleine marque une improbable rencontre entre deux êtres que tout oppose. Un homme dans la force de l'âge, florentin, génial, d'une culture stupéfiante, relativement aisé mais prodigue,
et un jeune Milanais, inculte, pauvre comme Job, irrésistible avec ses boucles blondes et son air délicieusement mutin, mais redoutablement mal élevé. Ni homme, ni même adolescent, ce n'est qu'un enfant âgé d'à peine 10 ans, et pourtant le maître a succombé à ses charmes à l'instant même où il a croisé son regard frondeur de gosse démuni. Il s'agit d'un véritable coup de foudre. Et si, se demande Sophie Herford, ce coup de foudre avait été à l'origine du plus célèbre de tous les chefs-d'œuvre et dont tout le monde depuis si longtemps essaie de trouver le secret, de résoudre l'énigme. Peut-être a-t-elle raison, elle va pouvoir nous l'expliquer dans un instant. Bonjour Sophie Herford. Bonjour. Merci d'être venue. Alors vous nous parliez la dernière fois de Jack l'Éventreur et vous venez nous parler cette fois des secrets les mieux cachés de Léonard de Vinci. Comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Peut-être qu'ils ont beaucoup plus de similitudes qu'on ne le croit. Jack l'Éventreur, on le sait, avait des talents cachés d'anatomiste, puisque les prostituées retrouvées mortes et assassinées par ses soins avaient ce signe caractéristique qu'elles étaient effectivement carrément disséquées, du sternum au pubis. Et quand on compare un petit peu avec Léonard de Vinci, on s'aperçoit que ses qualités d'anatomiste sont sans pareil également, sauf que lui ne s'attaquait pas à des malheureuses victimes, mais à des criminels, des corps de criminels qu'il récupérait à la Finalement, morgue. ce sont les morgues et les instituts médico-légaux qui vont faire le lien entre les deux. Avec vous, Sophie Herford, nous allons venir dans un instant sur cette histoire d'amour d'abord et sur cette incroyable relation entre Léonard de Vinci et son jeune serviteur Salaï. Enfin, Salaï, c'est le surnom, c'est le petit diable. Absolument. En l'occurrence, personnage infect, glouton, voleur, mal élevé, que Léonard aura supporté pendant toute une longue partie de sa vie, mais dont il aura fait son principal modèle, un modèle dont on retrouve, et c'est très criant, dont on retrouve les traits sur plusieurs des grands tableaux de Léonard. Et en couverture de cet ouvrage, vous placez 2 tableaux, qui sont le Saint-Jean-Baptiste et la Joconde, donc les 2 plus célèbres tableaux du musée du Louvre. Et entre les deux, vous installez un portrait sur lequel vous superposez les traits du Saint-Jean-Baptiste et les traits de la Joconde. Évidemment, on a affaire à la même personne. Et vous n'imaginez pas combien ça me fait plaisir que vous ayez écrit ce livre, parce que moi, depuis que je suis tout petit, enfin adolescent, je n'arrête pas de me dire que le Saint-Jean-Baptiste ressemble énormément à la Joconde. Pour moi, ça a toujours été une sorte d'évidence. Enfin, quelqu'un le dit et en tire les conclusions. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis Barbara sur Europe 1 avec son menuet pour la Joconde, Franck. Alors Gonzague Saint-Brice vient d'arriver dans ce studio et dans un instant il va nous raconter ce qu'on peut voir dans cette merveilleuse exposition de la National Gallery de Londres qui fait tellement de bruit. Vous savez qu'on peut réserver à l'avance pour visiter cette expo et que tout est déjà plein, c'est déjà complet, c'est incroyable. À ma connaissance, c'est la première fois que ça arrive. Et puis Sophie Herford est donc là pour nous parler du Joconde, puisque selon elle, ce n'est pas une femme mais un homme qui a servi de modèle à la Joconde, et cet homme c'était le célèbre Salaï. Je dis célèbre parce que parmi les nombreux étudiants, enfin les nombreux élèves et serviteurs de Léonard, il y en a 2 qui sont restés très connus, c'est Salaï donc en l'occurrence, et puis Gian Giacomo si on devait l'appeler par son vrai prénom, et puis Francesco Melzi. On sait que Léonard était homosexuel. Il a été impliqué dans une affaire de meurtre assez terrible à l'époque où il était élève de chez Verrocchio. Absolument. Donc à l'époque, il a craint d'ailleurs pour sa respectabilité. On était à Florence à l'époque. Nous sommes à Florence lorsqu'il va subir ces terribles dénonciations. Quelle année ça, c'est... En 1476, dans la bouche du lion, le tambouro, la fameuse bouche des délateurs, il y a une queuse dénonciation, donc il le met en accusation pour acte de sodomie collective. Lui et d'autres comparses artistes. Alors il est quand même dans le fabuleux et le très connu et très prestigieux atelier Verrocchio. Il a réussi à y rentrer d'ailleurs grâce à son père. Donc effectivement, lorsqu'il est mis en accusation, pour lui c'est terrible. Lui qui s'efforce d'avoir une vie assez discrète, d'homosexuel discret. Ce que disent un certain nombre des grands biographes de Léonard, c'est que ce procès, parce qu'il y a eu procès, a été tellement choquant et tellement impressionnant pour Léonard que ça lui a passé le goût du sexe en quelque sorte et qu'il n'a plus eu de vie sexuelle
par la suite. Il le dit dans ses mémoires. À partir de cet instant, ma vie deviendra plus imprenable qu'une forteresse. Ça, c'est effectivement dit dans ses carnets. Et il ne doit son salut d'ailleurs au fait qu'il y ait une implication quand même importante. C'est qu'il y a plusieurs comparses, dont un certain Médicis, un Tournaboni qui fait partie de la grande famille de mécènes et de banquiers que sont les Médicis. Et s'il n'y avait pas eu cet homme aussi important impliqué dans Mais c'est lui qui a sauvé ses copains, en fait. Il a sauvé ses copains. Donc Léonard, évidemment, sera aussi sauvé in extremis et relapsé en l'absence de preuves. Tout ceci est consigné donc dans les mémoires du notaire de Corsinis de l'époque. Mais il a eu chaud, on peut le dire. Ce qui est certain, c'est que Léonard est constamment entouré de jeunes gens qu'il choisit évidemment sur des critères physiques. Absolument. C'est pas une découverte de dire ça. Il le disait lui-même, finalement, l'intellect met en débâcle la sensualité. Alors lui, il représente quand même cette force intellectuelle, ce grand homme hiératique grec, quelque part, qui n'a pas la sensualité d'un Salaï. Salaï qui est un véritable glouton, son jeune élève et amant. Alors au début, il découvre un gamin, c'est un enfant de 10 ans au début. Alors il le prend un peu comme une sorte de, comme on avait à l'époque des petits pages en quelque sorte, et le Salaï en question lui en fait voir de toutes les couleurs, parce qu'il est effectivement glouton, il est voleur. Très souvent, les choses manquent d'ailleurs, vous le décrivez très bien, manquent de tourner mal. Il va jusqu'à voler un certain nombre des amis de Léonard. Absolument, il est intenable. Lorsque Léonard le ramène chez lui dans sa petite bottega à Scolipisono dans les Marches, le gamin il a 10 ans, Léonard doit donc s'en occuper un peu comme un père tout du moins au début, et le gamin en profite littéralement. Finalement, la grande victime de l'affaire c'est Léonard, puisqu'il lui cède tous ses caprices. Il va même jusqu'à punir les autres élèves des frasques que son petit protégé commet pour éviter que le petit ne boude ou ne veuille plus le revoir. Il est très capricieux, ça là. Il le définit comme un glouton. L'une des sources pour aborder Léonard, ce sont évidemment ses codex, ces 26 recueils contenant en tout 4000 feuillets, sachant qu'ils ont été mis en codex bien après la mort de Léonard. Au début, tout ça, c'était des papiers épars. Et les codex sont pleins de plaintes et de jérémiades de Léonard qui n'en peut plus de Salaï. Absolument. Qui se plaint constamment. Il se plaint constamment. On peut me dire qu'il y a 13 000 notes qui ont été classées par Francesco Melzi, un de ses élèves, et dans lesquelles, effectivement, il se plaint constamment de devoir essayer d'instaurer un minimum d'éducation et de respect, parce qu'à un moment donné, Léonard est tellement ruiné par ce gamin qu'il est obligé d'écrire à son mécène Ludovic Sforza pour demander une manne financière. En plus, on sait qu'il n'honorait pas ses commandes, donc effectivement, il n'était pas forcément payé, mais le petit sait exactement comment récupérer l'argent et comment profiter un maximum de Léonard de Vinci. Alors, il est très beau, cet enfant, qui devient donc un adolescent et qui devient bientôt un objet sexuel, disons-le. Il est très androgyne. Il a des traits d'une grande finesse, des boucles blondes très longues, des yeux en amande absolument interminables. Donc il y a chez Léonard une fascination que l'on va retrouver sur un certain nombre des personnages qui sont peints sur ces tableaux. Absolument, les personnages de Léonard, ce sont des éphèbes sensuels. On ne pourrait même pas définir l'origine, ils sont un peu le sexe des anges, ils incarnent cette perfection. Léonard a toujours eu ce besoin de trouver la juste proportion et de rechercher cette créature idéalisée. Et pour lui, c'est ni l'homme ni la femme, c'est l'éphèbe. Et il se trouve que Salaï est un éphèbe fabuleux. Et comme vous le dites, il a des traits absolument incroyables. Et c'est un parfait hédoniste. On le voit sur le Saint-Jean et sur sa représentation du Bacchus. Le Saint-Jean-Baptiste et le Bacchus, qui sont presque le même portrait, version religieuse et version païenne. Voilà, on peut dire. c'est absolument ça. Est-ce qu'on a la certitude que c'est bien Salaï qui a posé pour ces deux tableaux ? Ah oui, Lomazzo et Vasari sont unanimes. Il s'agit absolument de façon certifiée de Salaï. Salaï a bien posé pour le Bacchus avec les feuilles de Thyrse sur un contexte beaucoup plus païen. Et la vision sacrée, en tout cas de ce Bacchus, c'est quand même le Saint-Jean-Baptiste. Finalement, c'est un peu une épaisse moquerie pour l'Église. Ce Saint-Jean-Baptiste qui a le bras un peu replié devant lui et qui désigne de l'index, on ne sait trop quoi d'ailleurs. C'est un mystère en soi, ce tableau. Peut-être désigne-t-il Dieu pour se dire à quel point il se moque de lui dans la tenue d'Adam dans laquelle il se trouve. Parce qu'il est nu. Il est complètement nu. Et dans la version du Bacchus, l'esquisse préparatoire le représente bien nu et en train de provoquer Dieu. Quand on sait que finalement pour Salaï, son seul dieu était Léonard de Vinci, est-ce qu'il n'est pas en train de se moquer de Léonard de Vinci ? On peut se le demander. C'est-à-dire que Léonard se moquerait de lui, peignant quelqu'un qui se moque du peintre. Enfin, tout ça, il y a un jeu de miroir et d'abîme absolument phénoménal. De séduction. Si l'on est certain
que Saint-Jean-Baptiste et Bacchus sont bien Salaï, alors il y a effectivement de fortes chances que la Joconde le soit aussi, car les traits sont d'une incroyable... La morphologie du visage est exactement identique. Il suffit de poser le portrait l'un sur l'autre en calque, on le voit très bien, la symétrie des traits est absolument parfaite. Quand on sait que chaque visage correspond à un nombre d'or, avec une certaine distance entre les yeux, le nez, le front, le menton, il suffit simplement d'apposer le Saint-Jean-Baptiste avec la Joconde pour voir qu'il s'agit d'une seule et même personne. C'est assez troublant. Quand est-ce qu'est peinte la Joconde? On sait ça précisément? On le sait. Alors effectivement, en 1504, c'est à partir du moment où Léonard reçoit cette commande de la seigneurie de Florence, il travaille à la fresque d'Anghiari, il va commencer à se lasser et donc de fait... Cette fresque de la bataille d'Anghiari qui est une sorte de duel avec Michel-Ange. Chacun peint sa fresque, sauf que celle de Léonard, voulant une fois de plus bénéficier d'innovations technologiques de pointe, va malheureusement s'effondrer. Oui, elle prend l'eau, elle cloque, elle tombe sur le sol. Enfin, c'est une horreur. Il faut dire que Léonard utilisait aussi de mauvais liants et prenait chaque prétexte qu'il pouvait pour ne pas aboutir le travail qu'on lui commandait. C'était quelqu'un qui pensait à beaucoup de choses, qui lançait beaucoup de chantiers, qui n'allait quasiment jamais au bout de rien et qui était, dit-on, quand même assez lent dans le travail. Il était lent quand il n'aimait pas forcément les commandes qu'on lui imposait. Et c'est vrai qu'il avait une tendance à la procrastination. Il commence un travail un jour, le lendemain, il le laisse en suspens. Alors la bataille d'Anghiari tombe en capilotade et il se met à peindre cette Joconde dont vous nous dites que c'est un Jocon. Absolument. D'ailleurs, il va vraisemblablement commencer cette Joconde, devrais-je dire le Jocon, lorsqu'il sera hébergé chez les Braccio-Martelli, une famille de mécènes. Et c'est chez eux qu'il avait trouvé refuge du temps où il était à Florence pour exécuter la fameuse fresque d'Anghiari. Et effectivement, Joconde va durer, sa réalisation va durer sur des années. Là, il commence à avoir un certain âge, Salaï, à ce moment-là. Salaï n'est plus tout à fait jeune. Hein. Il a 25 ans. Il est quand même dans la fleur de l'âge. On a des portraits de lui, par ailleurs, des dessins notamment, dont le célèbre ange incarné que vous montrez avec son sexe en érection. On a aussi un portrait de profil où on voit le double menton de Salaï. La Joconde, que je sache, ne porte pas de double menton. Alors effectivement, peut-être que Léonard a cherché un petit peu à idéaliser son modèle, mais il faut dire que notre Salaï, pour répondre à la première question, avait tendance à manger beaucoup, à s'empâter et parfois à faire un petit régime sec. Il était très boulimique, comme le dit Léonard. Un jour il mange beaucoup, un jour il est au régime, donc il a dû le saisir certainement quand il était en phase de régime. Mais en tout cas, il ressemble beaucoup plus à l'ange incarné, évidemment, qu'à sa période bouffie sur les codex de Windsor, effectivement. Et la poitrine Et la poitrine, notre jeune garçonnet, on sait très bien qu'il portait des bas roses et qu'il aimait se féminiser à outrance. Alors ça, c'était pas nouveau. Léonard le couche dans ses carnets. Donc, évidemment que c'est une audace folle, certainement parce que Salaï se rêvait peut-être en jeune femme. Ça, on ne sait pas tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se baladait quand même en bas rose. Donc, j'ose imaginer qu'un jeune garçon qui représente la réplique, pour se moquer de son maître, la réplique de la Joconde, en topless, en Mona Havana, et qui lui greffe une poitrine, serait tout à fait capable, par provocation, de suggérer à son maître de lui rajouter aussi une poitrine. C'est aussi une épaisse moquerie envers la censure d'époque, je pense. Il s'en dit des choses dans cette émission. Sophie Herford, le Jocon, qui était vraiment Mona Lisa, ou plus exactement, qui a servi de modèle à la Joconde, c'est édité chez Michel Lafon. D'alcool. Franck Ferrand sur Europe 1. Nous nous intéressons aujourd'hui à Léonard de Vinci et nous sommes toujours avec Sophie Herford et Gonzague Saint-Brie et les réactions d'auditeurs apparemment, Franck. Oui, beaucoup par Internet et surtout Facebook aujourd'hui, c'est comme ça. Jean-Christophe nous dit, pour ce qui est de la Joconde, un des textes les plus pénétrants écrits à son sujet est à mon avis l'analyse du très regretté Daniel Arras, et il extrait cette phrase: la Joconde condense, je crois, une méditation sur le portrait et le temps qui est fondamental dans l'art du portrait occidental. Et puis Marie-France, toujours sur Facebook, nous dit que si l'on aime Léonard, il faut absolument aller visiter le Clos Lucé, tout près d'Amboise. Je dirais que Marie-France me tend la perche pour accueillir Gonzague Saint-Brice. Merci beaucoup Gonzague d'être ici. C'est très gentil d'avoir d'une part annulé un déjeuner et d'autre part d'être venu directement de l'Eurostar pour nous raconter ce qui se passe à Londres. Ça vaut la peine? Ça vaut le déplacement? C'est vraiment extraordinaire. Toute la presse de Londres est en émoi. On dit que c'est une exposition historique. On a même eu ce titre, l'exposition du siècle. Donc c'est à la National Gallery.
Et c'est un jeune conservateur qui s'appelle Luc Sison qui a fait ça. Et il est tellement consacré que maintenant il va quitter la National Gallery, invité à prendre un département au Metropolitan Museum de New York. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette expo? Alors d'abord, Léonard a fait 20 peintures en 25 ans et il n'y en a 15 seulement qui sont arrivées jusqu'à nous. Et dans cette exposition, il y en a 16 maintenant avec la Madone Larocque. Voilà. Et dans cette exposition, il y en a 9 et le Grand Musée londonien est parvenu à réunir ses peintures et ses dessins. Et alors là, ce qu'il y a de majestueux, d'extraordinaire, de jamais vu, c'est que la reine d'Angleterre qui possède les plus beaux dessins de Léonard de Vinci, notamment tous les dessins préparatoires de la scène, les a laissés. Et donc, c'est absolument fascinant. C'est la collection royale de Windsor. On a pour la première fois les 2 Vierges au Rocher côte à côte, donc celle de Londres et celle de Paris. On a ça, c'est hallucinant parce que c'est dans la même salle. Donc vous êtes sur un banc, vous avez la première Vierge au Rocher et vous avez la seconde. Et là, vous vous apercevez, c'est 2 fois le même sujet. Vous avez des beaucoup plus beaux ciels dans la seconde. Et en fait, la disposition de l'ange, le doigt qui désigne, tout ça change parce qu'en fait, ils ont été faits pour être des retables, pour être posés au-dessus de celui qui va célébrer l'office. Donc, à cause de ça, les positions des personnages sont changées. Un peu différentes, oui. Les dessins préparatoires de la scène également. Alors ça, c'est fantastique parce que là, on comprend en fait que la scène est un film. C'est-à-dire qu'en fait, tous les personnages sont immobiles et tout d'un coup, le Christ dit, parmi nous, il y a celui qui va me trahir. Et là, par groupe de 3, il y a 4 groupes de 3 qui se mettent à s'animer. Le film commence. Et là, on voit la tension du coup de l'un d'eux parce qu'il sent qu'on va voir que c'est lui, c'est Judas. Ah, ça doit être fascinant de voir ces dessins, de voir le trait même du maître sur la feuille de papier. Et puis alors il y a ce Christ tout à fait bizarre. D'ailleurs moi on m'avait présenté cette toile il y a 3 ou 4 ans, j'y ai jamais cru, mais apparemment elle est acceptée, elle est reconnue. En tout cas consacrée par cette exposition qui s'appelle le Christ Salvador Mundi. Alors ça va vous intéresser, ça va intéresser l'auteur parce que c'est un Christ qui ressemble un peu à la Joconde, sauf qu'il a un énorme nez qui est celui de François Ier. On a très envie d'y aller. J'ai l'impression que c'est difficile, mais il paraît que c'est quand même possible en s'y prenant dès maintenant. On doit pouvoir trouver il y a des formules de week-end et à partir de maintenant, surtout à partir du 15 décembre, il y aura 500 entrées par jour. Merci beaucoup Gonzague. Qu'est-ce qu'on peut lire de Gonzague Saint-Brice en ce moment ? Mais je voudrais surtout vous dire une chose à propos de la Joconde. Un mot alors. Oui, c'est que en fait, on a dit que c'était une femme, on a dit que c'était un homme, on a dit que c'était une femme enceinte, mais les surréalistes ont une thèse extraordinaire. Entre les 2 guerres, il s'est passé un fait sur les bords de la Seine. Il y a une femme qui, par chagrin d'amour, s'est jetée dans l'eau grise du fleuve. Et les pompiers l'ont ramassé, l'ont tiré sur le quai. Et là, il y a un artiste du dimanche qui l'a croqué à toute vitesse. Il est rentré chez lui. 3 jours après, sa femme lui dit « J'ai jamais vu une aussi belle esquisse de la Joconde ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est parce que Léonard connaissait tous les muscles dans la mort, l'inversion du sourire ? Est-ce que, parmi les mystères de la Joconde, il n'y a pas celui-là que les surréalistes appelaient la jeune fille de la Seine, la Joconde serait une noyée. Vous venez de le prouver une fois encore, Gonzague, vous êtes l'enfant de Vinci. Nous nous retrouverons d'ailleurs au Clos Lucé ensemble le 12 décembre pour une émission sur Amboise et sur les traditions de Noël. Merci beaucoup à Sophie Herfort. Le Joconde, c'est édité chez Michel Lafon. Et puis il y a une adaptation absolument, qui est prévue d'après ma thèse sur Jack l'Éventreur et qui va paraître très bientôt au mois de février aux éditions d'Orval, Scotland Yard savait, Jack l'Éventreur. Merci. L'émission à Amboise, c'est pas le 12, c'est le 16, pardon.